Le forum de dialogue politique comprend 26 membres désignés par le Parlement pro-Haftar et le Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli, les 49 autres participants ayant été invités par l'ONU de façon à représenter les différents pôles du pouvoir et de la société civile, régions, tribus, forces politiques. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, s'est dite optimiste, tandis que le président tunisien Kais Saïed a appelé à saisir ce rendez-vous avec l'histoire, suivi de près par plusieurs pays et acteurs internationaux. Les pourparlers au sein du Forum de dialogue politique réunissent à Garmart, en Tunisie voisine, 15 Libyens de tous les bords sélectionnés par l'ONU, y compris parmi les deux principaux camps rivaux. L'objectif de ce round est de sortir la Libye du chaos dans lequel elle a sombré après la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué par des rebelles en 2011. Le pays est déchiré entre deux autorités rivales. Le gouvernement d'union nationale dans l'ouest, basé à Tripoli, est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président. Le camp Haftar est notamment soutenu par la Russie et l'Égypte, alors que le JNA est appuyé par la Turquie. Les forces rivales ont cessé les combats en juin après l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par les pro-Haftar pour prendre le contrôle de Tripoli. Cette accalmie a permis aux camps rivaux, encouragés par l'ONU, de retourner à la table de négociation. Depuis septembre, des réunions thématiques se sont succédées au Maroc, en Égypte et en Suisse pour mettre en place une feuille de route sur la transition dans le pays qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. En octobre, les deux principaux camps ont conclu un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat, ouvrant la voie notamment à une reprise de la production pétrolière économiquement vitale. L'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden a lancé l'appel et l'espoir d'une meilleure coopération entre les États-Unis et les pays ou institutions avec lesquelles les liens n'étaient plus étroits avec le républicain Donald Trump. De nombreux dirigeants à travers le monde ont félicité Joe Biden, élu président des États-Unis, tournant la page Donald Trump et l'appelant à une action commune face aux défis mondiaux. Le président français Emmanuel Macron a félicité Joe Biden et l'a appelé à agir ensemble pour relever les défis d'aujourd'hui. Angela Merkel a appelé à une amitié transatlantique irremplaçable pour surmonter les grands défis du temps. De tous les pays, de tous les continents, les attentes sont grandes. L'Union européenne se dit prête à s'engager pour un partenariat transatlantique solide. L'Union européenne se tient prête à intensifier la coopération avec la nouvelle administration américaine et avec le nouveau Congrès. Ensemble, nous nous attaquerons aux défis globaux. La pandémie du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales, la lutte globale contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Je me réjouis de promouvoir cet agenda global ensemble avec le prochain président des États-Unis, Joe Biden. Quelques pays restent néanmoins sceptiques quant à la facilité des relations avec la prochaine administration Biden. Certains, comme la Chine, la Russie, le Mexique ou le Brésil, se sont jusqu'à présent abstenus d'adresser un message à Joe Biden. Pékin explique en lundi que le résultat final du scrutin n'était pas encore connu. La Tunisie a annoncé lundi davantage de contrôles sur le port du masque et des tests pour les touristes étrangers, écartant à nouveau un confinement au moment où le pays fait face à un pic de contagion et une grave crise économique. Appelant les Tunisiens au civisme, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a expliqué lors d'une conférence de presse que les mesures que nous sommes en train de prendre ont pour objectif de ne pas arriver à un confinement. On va passer à une étape plus sévère et intensifier les campagnes d'application de la loi dès demain, a-t-il déclaré aux côtés du ministre de l'Intérieur, rappelant l'obligation de port du masque et l'interdiction du rassemblement de plus de 4 personnes. Le ministère de la Santé a annoncé lundi soir que les tests PCR préalables au départ étaient désormais obligatoires pour toute personne souhaitant se rendre en Tunisie, alors que les touristes voyageant avec les tour opérateurs en étaient jusque-là dispensés.
Les voyageurs devront télécharger une application afin d'assurer leur suivi. Après avoir circonscrit la pandémie au printemps grâce à des mesures strictes et précoces, la Tunisie fait face, depuis l'ouverture de ses frontières lors de la saison estivale, à une forte augmentation des cas menaçant de déborder un système de santé fragile. Le pays, qui avait enregistré 50 décès fin juin, en est actuellement à 1920 morts, selon le ministère de la Santé, qui constate plus de 20 décès par jour actuellement. Mais les mesures prises pour ralentir la contagion ont accentué la crise économique avec une flambée du chômage qui dépasse 18% et de lourdes pertes dans le secteur crucial du tourisme. Des pourparlers au sein du Forum de dialogue politique se sont ouverts lundi matin en Tunisie sous l'égide de l'ONU pour discuter de la formation d'un gouvernement unifié et de l'organisation d'élections nationales après 9 ans de conflit. Le chef de la diplomatie française en visite au Maroc a salué la dynamique positive constatée tout en appelant à rester prudent. Au cours d'un point de presse commun, son homologue marocain Nasser Bourita a pour sa part appelé à exploiter le momentum des différentes négociations en cours. Depuis le cessez-le-feu décidé en août, consolidé en octobre par un accord permanent avec effet immédiat, différentes réunions thématiques se sont tenues au Maroc, en Égypte et en Suisse pour sortir le pays de l'impasse. Les efforts déployés par le Maroc, qui sont importants, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies et y apportent une contribution significative. Il y a, je dois le dire, et nous l'avons constaté sur le dossier libyen, des signaux encourageants. On reste prudent, on va dire encourageant. Le cessez-le-feu qui se maintient, l'organisation du forum politique interlibyen qui va s'ouvrir à Tunis, et nous entendons avec le Maroc travailler au renforcement de cette dynamique positive. Et j'ai notamment souligné l'importance de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye. Et j'ai aussi souligné dans nos échanges, et je voudrais le faire devant vous, l'importance que le Maroc soit pleinement partie prenante. Pendant leur point de presse, Jean-Yves Le Drian et Nasser Bourita ont aussi exprimé leur convergence de vues sur la situation au Sahel et au Mali. Des représentants libyens de tous bords ont débuté lundi des pourparlers directs en Tunisie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, relançant l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 années de conflit. Dans le sillage d'une embellie diplomatique, ce forum de dialogue politique réunit durant environ une semaine 75 Libyens de tous bords à Gamar, près de Tunis. Ces participants ont été sélectionnés par l'ONU, y compris parmi les deux principaux camps rivaux, celui du gouvernement d'union nationale et celui du maréchal Khalifa Haftar. L'objectif est de sortir la Libye du chaos dans laquelle elle a sombré après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 dans le contexte du printemps arabe. Toutes les initiatives diplomatiques des dernières années ont échoué à résoudre ce conflit qui a vu l'implication croissante de puissances étrangères. Le gouvernement d'union nationale est soutenu militairement par la Turquie, tandis que le camp du maréchal Khalifa Haftar est notamment appuyé par les Émirats arabes unis, la Russie et l'Égypte. À Gama, un accord sur l'organisation d'élections nationales à court terme doit favoriser la fin d'une période de transition indéterminable qui a miné donc les institutions et leur capacité à répondre aux besoins des Libyens. Les participants sont aussi chargés de choisir un conseil présidentiel de 3 membres représentant la Cyrénaïque située à l'est et la Tripolitaine à l'ouest et le Fezzan au sud, les 3 grandes régions libyennes et un chef de gouvernement. Ils devront s'accorder sur la façon de faire valider ces nominations par les institutions libyennes. Ce forum de Gama comprend 26 membres désignés par le Parlement pro-Haftar et le Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli. Les 49 autres participants ont été invités par l'ONU de façon à représenter les différents pôles du pouvoir et de la société, villes, tribus, forces politiques. Hanan al-Barassi avait toujours refusé de se taire devant les crimes, leurs auteurs et la logique des bandes armées malgré les menaces de mort que ces dernières lui avaient adressées à plusieurs reprises. La veille de sa mort, elle dénonçait dans une vidéo la corruption de Saddam Khalifa Haftar, fils du maréchal et officier dans son armée. Elle avait promis d'ailleurs de donner prochainement plus de détails.
Son meurtre provoque une grande émotion dans le pays. Amnesty International a dénoncé l'assassinat de celle qui a critiqué la corruption de plusieurs individus affiliés aux groupes armés dans l'est de la Libye. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, a aussi condamné l'assassinat de l'avocate libyenne, appelant les autorités à agir pour mettre fin à l'impunité. L'ONG Human Rights Watch a exhorté ce mercredi les autorités libyennes à enquêter rapidement sur l'assassinat de l'avocate. Le maréchal Khalifa Haftar a de son côté condamné avec la plus grande fermeté cette attaque. Ce meurtre brutal ressemble à une exécution de sang-froid, a dénoncé Anan Salah, chercheuse à Human Rights Watch pour la Libye, citée dans le communiqué. Les groupes armés à Benghazi semblent penser qu'ils sont invincibles. Les autorités doivent leur prouver qu'elles ont tort, a-t-elle estimé. 75 représentants libyens sont réunis depuis lundi et ce pour une semaine à Tunis, sous l'égide de l'ONU dans l'objectif de sortir la Libye des conflits dans laquelle elle a sombré après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Ce dialogue politique vise à mettre sur pied un exécutif unifié, mettant fin à la division de la Libye entre deux principaux camps, celui de l'Ouest, le gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies et basé à Tripoli, et celui de l'Est, incarné par le maréchal Khalifa Haftar, qui dispose du soutien d'un parlement élu et de son président, Aguila Saleh. Après 3 jours de discussion, ils sont parvenus à un accord préliminaire sur les élections. Aujourd'hui, les participants au forum de dialogue politique libyen sont parvenus à un accord préliminaire sur une feuille de route pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections parlementaires et présidentielles libres, équitables, inclusives et crédibles. Les participants ont décrit des étapes claires pour atteindre ces élections, y compris un accord sur une base constitutionnelle. Selon le processus qu'ils ont décrit, les élections auront lieu dans pas plus de 18 mois. Selon l'émissaire de l'ONU, ce forum de dialogue de Tunis est la meilleure occasion pour mettre fin aux divisions. Plusieurs organisations ont critiqué la composition du forum, estimant que certaines forces politiques ou militaires n'y étaient pas assez représentées. Toutes les initiatives diplomatiques des dernières années ont échoué à résoudre ce conflit qui a vu l'implication croissante de puissances étrangères.